Quand j'ai préparé ce que je voulais dire ce matin, je me suis posé la question de, évidemment, comme tout le monde, hein, de comment prendre le problème. Alors, je voulais vous partir de mon expérience, pas personnelle, on pourrait faire ça d'ailleurs, mais bon, de mon expérience de chercheur et vous dire comment, dans l'activité de recherche qui a été la mienne, pas seule bien sûr, ça sera même tout à fait central dans le propos que je vais tenir, la question de l'expérience collective, comment dans mon expérience de chercheur, j'en suis venu à me questionner sur les conditions du développement. Alors l'expérience de chercheur que je vais commencer par vous raconter, c'est un petit récit, c'est une confidence d'une certaine manière, c'est celle de l'invention enfin l'invention, c'est un grand terme, enfin la création, oui, l'invention de ce qui ensuite est devenu dans notre équipe de clinique de l'activité une sorte d'instrument de travail un peu systématique sur lequel on ne cesse de ruminer. Et alors cet instrument de travail dont je vais essayer de raconter l'invention curieuse, c'est l'autoconfrontation croisée. Parce que il se trouve que l'invention de l'autoconfrontation croisée, c'est faite dans la douleur. Voilà. C'est pas faite dans la facilité, c'est faite dans l'affrontement avec un réel de l'expérience, je reviendrai là-dessus, qui est quelque chose qui n'est pas qu'un bon souvenir. C'est aussi un bon souvenir, mais c'est pas qu'un bon souvenir. Alors, je voudrais partir de là, parce que d'une certaine manière, c'est ma façon à moi d'introduire le propos autour de l'idée que l'expérience se développe dans l'obstacle. Elle se développe dans ce qu'on n'arrive pas à faire, quoi. Et je ne vous cacherai pas que l'autoconfrontation croisée, c'est le résultat de quelque chose que longtemps on n'a pas su faire. Alors, donc je vais partir d'un petit récit, hein, mais on est déjà au cœur du problème, qui est l'idée que je me fais de la manière dont ça s'est passé. Hein. On travaillait à l'époque avec des conducteurs de train et on avait fait plusieurs expériences inabouties, des choses qui ne marchaient pas. En particulier, on avait fait des choses classiques en autoconfrontation. À l'époque, on disait ni simple ni croisé, on disait autoconfrontation. On avait beaucoup réfléchi sur ce qu'avait fait Thoreau, ce que faisaient les ergonomes. Et on faisait ça, confronter des sujets individuels à l'image de leur activité. En l'occurrence, on travaillait à la gare du Nord sur des navettes. À la gare Saint-Lazare, pardon, sur des navettes. Les navettes, c'est des trains qui font des allers-retours sur 20 minutes. Cormeil, Paris-Saint-Lazare. On travaillait là-dessus et puis on avait fait des autoconfrontations. Sujet, donc vous voyez le triangle classique, hein, des images, le chercheur et le conducteur de train en question. Et à ça, on a voulu ajouter une deuxième expérience qu'on a faite et qui a consisté au fond avec les images d'un conducteur en situation de freinage sur des butoirs de la gare Saint-Lazare, c'est-à-dire sur le retour de la navette. On a présenté ces images au collectif de conducteurs avec lesquels on travaillait, puisqu'on travaillait avec un collectif de volontaires. Il y avait une douzaine de conducteurs de train de la gare Saint-Lazare, du dépôt Saint-Lazare. Et on a fait cette chose assez incroyable après coup. Hein. Quand j'y repense, ça c'était il y a presque 15 ans. Quoi. On a montré donc des images d'un conducteur qui au freinage sur le butoir à une dizaine de ses collègues. Donc on a provoqué, et on a beaucoup travaillé là-dessus ensuite, on a provoqué un phénomène extrêmement intéressant, mais préoccupant en même temps, un phénomène de réaction défensive sur la situation, avec du rire, de la plaisanterie, du silence, et surtout l'incapacité à faire quelque chose de la situation. Sinon,
des jugements sur ce que le collègue était en train de faire, et ensuite de la culpabilité sur le jugement. Enfin, un univers finalement assez morbide dont je me souviens bien, avec le sentiment issu de là que c'était pas du bon boulot, quoi, ce qu'on avait fait. Voilà. Et après, bon, et on peut ruminer ça dans la culpabilité, mais c'est pas trop de notre genre, enfin en tout cas pas le mien, donc on a travaillé sur ce problème-là. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Qu'est-ce qui se passe dans le fait qu'en mettant en rapport direct, c'est ça qui est important, direct, immédiat, un sujet avec un collectif, ce qu'on provoque surtout, c'est des phénomènes de groupe contraires au développement de la pensée individuelle et collective. Et nous étions en train de ruminer à ces questions-là. Voilà, en tout cas, moi, je me souviens bien à quel point ça me préoccupait. Vous voyez, ça fait 15 ans, ça. Et puis voilà, on a donc arrêté de faire ça. Et on est revenu au modèle antérieur avec des autoconfrontations simples. Enfin, simples, des autoconfrontations tout court, on va dire les choses comme ça. Et puis, donc, on faisait se succéder les conducteurs sur ce geste de freinage sur le butoir de la gare Saint-Lazare. Et donc, on avait un protocole, par contre, là, très rodé, qui fonctionnait pas trop mal, puisqu'on produisait des effets. Les ergonomes ont produit des effets comme ça, nous, on en produisait aussi, pas les mêmes, puisqu'on cherchait surtout à provoquer des étonnements sur sa propre conduite, mais quand même, on était dans un dispositif qui tournait. On était revenu à la tranquillité. Mais à l'intérieur, le non réalisé était présent quand même. Hein. Il y avait un problème dans le rapport entre individuel et collectif. Et voilà qu'on faisait des autoconfrontations tranquillement, et puis on donnait des rendez-vous aux conducteurs toutes les heures à peu près, puisqu'on avait prévu une marge d'1 heure. Et voilà qu'un jour on faisait une autoconfrontation classique, et il y avait un conducteur qui avait été convoqué, puisqu'on convoquait les conducteurs à la file. En général, on en faisait 2 dans la demi-journée. Et donc le conducteur qu'on avait convoqué à la suite était dehors et attendait, mais l'heure était passée. Et le conducteur tape et entre dans la salle. On lui explique qu'on n'a pas fini, qu'il faut donc qu'il attende, mais ces gens ne sont pas toujours obéissants. Et voyant son collègue en train de regarder, de commenter les images, c'est peut-être une chance aussi, mais souvent ça arrive comme ça, les inventions, si je peux dire. Il voit l'image de son collègue sur une séquence très précise, vraiment au moment où il touche le butoir. Et là, ce conducteur dit à son collègue, mais comment tu peux faire ça? Nous étions très troublés, parce que ça, c'est une véritable infraction dans le protocole. Et donc, on s'est mobilisés tous ensemble, pour les 2 collègues qui étaient là, on s'est mobilisés pour mettre ce conducteur intrus dehors. Et on lui a dit, on discutera de ça après, quand vous prenez votre tour. Prenez votre tour. Voilà. Mais il n'a pas entendu comme ça et il a insisté. Il a insisté et on n'a pas réussi à le mettre dehors. Et donc, le protocole a été bousculé. On y a réussi quand même après, vous allez voir comment. Mais ce qui s'est passé, c'est que comment tu peux faire ça comme ça? Donc, il a commencé à commenter l'activité de son collègue. Et là, le collègue lui dit attends, tu comprends pas bien. Et il prend la télécommande, qui est posée sur la table, et il fait revenir la séquence d'images environ 1 minute 30 avant, c'est-à-dire au début de la séquence de freinage, lorsque le conducteur passait sur les crocs, puisque, bon, je ne peux pas rentrer dans les détails techniques. Mais, et le conducteur avec qui nous avions fait l'autoconfrontation jusqu'ici, c'est-à-dire pendant 3/4 d'heure, sur cette séquence-là, reprend le commentaire et il dit des choses extrêmement différentes de celles qu'il nous avait dites. C'est-à-dire que le deuxième commentaire sur l'activité était substantiellement différent, je vais dire en quoi, parce que c'est trop facile de dire substantiellement, était substantiellement différent du commentaire qui nous avait été adressé. Alors, sur le coup, on s'en est sorti en le sortant, si vous me permettez l'expression. Hein mais
Ensuite, on a pris l'habitude de travailler entre nous sur ce qui se passe dans des situations comme ça. Ensuite, on s'est questionné sur la situation et on s'est trouvé dans une controverse entre nous, hein, autour de l'idée, mais alors, si l'activité redécrite pour un nouveau destinataire est une activité aussi différente que celle qui a été décrite pour le premier, on est allé assez loin puisqu'on a fait les décryptages intégraux des deux séquences, hein, parce que évidemment, la chance c'est que la chose était filmée, donc on a pu revenir vraiment sur cette situation. Et on a comparé les verbatims sur la même séquence d'activité adressée aux chercheurs et adressée aux collègues de travail. Et on a mesuré l'impact, hein, si je veux faire une notation clinico-théorique, quoi, hein, la fonction du destinataire dans le commentaire. C'est-à-dire la fonction du destinataire dans l'activité seconde construite sur l'activité première. Parce que, évidemment, l'autoconfrontation, qu'elle soit simple ou croisée, c'est une activité en soi. Hein, c'est une activité de commentaire adressée soit à un chercheur, soit à un collègue de travail. Et alors, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est au fond les limites de ce qu'on faisait jusqu'alors. C'est-à-dire, on a pris d'abord ça comme un obstacle. Vraiment, on l'a pris comme un obstacle. Avec l'idée, mais alors, si chaque fois qu'on modifie le destinataire, on modifie le commentaire, finalement, il n'y a peut-être pas d'activité, quoi. Puisque, finalement, l'activité est infiniment redescriptible. Alors, au fond, est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Il y en a qui vont jusqu'à là, hein, dans le monde des chercheurs, avec l'idée que, finalement, toute activité est intersubjective et qu'elle est finalement complètement dépendante du contexte. Et qu'il y a autant d'activités que de contexte. Je ne citerai pas de nom, mais enfin. Et que donc, s'il y a autant d'activités que de contexte, l'analyse de l'activité devient impossible, quoi. Hein, ou alors, on a une sorte de millefeuille de contexte. Et en même temps, ça, c'est ce que j'appellerais une position subjectiviste, quoi. Complètement subjectiviste. Hein, mais en même temps, l'expérience que nous avions faite nous confrontait au fait de ne pas pouvoir fétichiser l'activité et nous confronter à la nécessité d'avoir une position critique sur une conception objectiviste de l'activité. Alors, bon, on a beaucoup travaillé là-dessus, mais vous imaginez, c'est de la rumination. On était quand même un peu secoué. Hein. Et pour essayer de travailler, on a finalement développé, on peut le dire comme ça, le protocole initial dans un nouveau protocole qui est devenu l'autoconfrontation croisée, c'est-à-dire en deux phases. Première phase, autoconfrontation simple. Ça se passe avec, j'allais dire, à 3. Et deuxième phase de l'autoconfrontation croisée, ça se passe à 4. Les images, hein, qui ne sont pas l'activité, qui sont la trace de l'activité, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Les images, 2 collègues de travail et un chercheur. Avec l'idée que la fonction du chercheur, dans la deuxième phase, c'est bien de chercher justement, plutôt qu'à se protéger de la variation des destinataires, à l'organiser systématiquement. C'est-à-dire, au fond, à organiser une confrontation réglée entre collègues de travail. Ça, c'est le développement de notre propre expérience, dont je dis bien au passage que ça ne s'est pas fait dans la facilité. Je dirais même que l'autoconfrontation croisée s'est imposée à nous. J'irai même un peu plus loin, ce sont les conducteurs de train avec lesquels nous avons travaillé qui nous l'ont imposé, l'autoconfrontation croisée. Donc on peut aller jusqu'à dire que, c'est pas rien quand même, que dans cette expérience-là, le collectif des conducteurs de train, que nous avions malmené dans la première phase, puisqu'au fond on avait fait ce face-à-face dangereux, quoi, hein, entre l'expérience individuelle et groupe, le conducteur de train n'avait pas lâché le morceau et continuait finalement. Ils avaient appris quelque chose de la situation, c'est que on pouvait éventuellement accepter qu'ils s'en mêlent, quoi. Et donc l'effraction dans le protocole a quand même été une contribution, je pense. J'ai pas oublié, moi, que d'une certaine manière, ça s'est imposé à nous, quoi. Voilà. Et je pense que les expériences fondatrices ont à voir
avec cette capacité ou non à faire face à l'obstacle. Alors bon, peut-être que dans la discussion, on reviendra un peu sur la question que vient de poser Guy, c'est comment on peut arriver à accepter d'être pris en défaut comme ça. Je pense que ça ne se fait pas au hasard complètement. L'hypothèse de l'inconscient est une hypothèse forte. Bon, le seul problème que ça pose, c'est quelle conception de l'inconscient. Bon, peut-être on en discutera après. Mais en tout cas, comment on peut faire face à ça? Bon. Alors, finalement, ça suffirait presque, en tout cas pour moi, pour qu'on puisse discuter. Mais je vais être un peu plus précis en disant que dans l'autoconfrontation, dans cette situation-là, ce qui nous a frappé, c'est plusieurs choses. D'abord, dans les autoconfrontations croisées qui ont suivi cette rupture du modèle, on s'est aperçu que les conducteurs entre eux refaisaient en situation argumentative, c'est-à-dire dans cette activité langagière sur l'activité tout court, ils refaisaient des gestes à blanc. Ils ne faisaient pas que parler. Ils faisaient des gestes. Ils faisaient des gestes à blanc. Ce que j'appelle le geste à blanc, c'est le geste sans l'artefact. Et que le geste de freinage qu'ils refaisaient dans l'autoconfrontation entre eux et avec nous, c'était en fait un geste argumentatif. C'était à la fois le même geste, on pourrait dire que les invariants, les automatismes gestuels étaient toujours là, mais en réalité c'était un geste pour argumenter, ce n'est pas la même chose que le même geste pour freiner. Franchement, si on avait les moyens, je pense qu'on pourrait étudier et comparer le geste fait en situation réelle avec l'artefact et le geste devenu geste argumentatif dans l'autoconfrontation croisée. Parce qu'on y verrait à la fois le même geste, j'en suis absolument persuadé, et pas tout à fait le même geste. On y verrait le geste habituel affecté par la nouvelle situation, c'est-à-dire, j'allais dire, retouché par la nouvelle situation. Et pourtant, c'est le même et pas le même. C'est ça qui m'intéresse le plus. Donc on a vu pas seulement des gens parler, mais des gens agir, des gens faire le geste, quoi. C'est-à-dire des gens, en réalité, dialoguer avec des gestes, et pas seulement avec des mots. Le problème, c'est que quand on fait des décryptages et qu'ensuite on a des corpus, on a les mots. On n'a plus les gestes. Or, c'est le corps, parfois, qui prend de l'avance sur le langage, ou l'inverse, parfois, d'ailleurs. Hein, c'est intéressant de voir quand le geste s'arrête, quand il reprend. Bon, première remarque. Deuxième remarque, on peut faire l'hypothèse, moi je la fais, hein, évidemment, que c'est l'interférence des contextes qui est source de la pensée. C'est-à-dire que c'est précisément parce qu'il y a d'abord l'autoconfrontation simple, dans laquelle le conducteur développe un dialogue intérieur, et qu'ensuite il y a un nouveau destinataire du commentaire, que les deux contextes interfèrent. Et il y a un choc des contextes. C'est pas pareil, quoi. Quand on parle à un chercheur et quand on parle à un collègue. Alors c'est pas pareil, c'est trop vague. Par exemple, dans cette situation-là, le commentaire qui était fait pour le chercheur était habité par, ce qui ne veut pas dire que c'est forcément toujours comme ça, mais là, j'ai vraiment en tête les matériaux, était habité par un compte-rendu du geste finalisé sur le confort des passagers. Alors, on vous rappelle que c'est un geste de freinage. Hein. Le confort des passagers dans un conflit de critères avec la régularité des horaires. C'est-à-dire, bon, on est en région parisienne, c'est une maladie chronique. Hein. Les trains ne sont pas à l'heure. Donc il y a un conflit de critères entre confort des passagers et respect des horaires. Quand le conducteur parlait au chercheur, il était là-dessus. Quand on prend le texte adressé à son collègue sur la même séquence, il parle de sécurité. C'est-à-dire que d'une certaine manière, l'autoconfrontation croisée enrichit le conflit de critères. Je vais vous lire, pour vous dire à quel point c'est une question de métier très très importante, cette affaire, je vais vous lire un petit texte qui a été travaillé et publié ensuite par Gabriel Fernandez dans un livre qui s'appelle « Nous, conducteurs de train ». Voilà comment ils disent les choses, les conducteurs. Et vous allez voir comment c'est compliqué, parce qu'une fois qu'on a dit ça, ils peuvent aussi dire autre chose. Mais voilà, ils disent un bel arrêt, c'est un arrêt que les voyageurs, perdus dans leurs pensées ou plongés dans la lecture, ne doivent pas remarquer.
celui qui lit son journal doit pouvoir le faire sans interruption jusqu'à l'arrêt complet du train. Pour ça, il faut réussir à donner du moelleux à la fin de l'arrêt, afin d'éviter la secousse finale si caractéristique des arrêts du métro parisien. Ce que l'on fait en venant mourir au pied du signal, les freins presque totalement desserrés. Alors, ça, comment dirais-je, entre conducteurs de train, ça se dit très peu. Parce que, comment vous dire, c'est très féminin. Non, mais si vous prenez que le problème dialogue entre collègues de travail, ce genre de choses, c'est très difficile spontanément à obtenir. De ça, on ne se parle pas facilement. Vous voyez, dire donner le moelleux, venir mourir. Voilà. Mais quand on parle avec un chercheur, ça peut faire, quoi. Mais l'inverse a aussi beaucoup de qualités. C'est-à-dire que parler, comment dirais-je, parler du frein à rhéostat ou du frein AER ou du frein électrostatique, ça, on en parle beaucoup moins aux chercheurs parce qu'on pense qu'il n'est pas compétent pour comprendre. Et par contre, aux collègues de travail, on parle surtout de ça. Et donc, dans le dialogue avec les collègues de travail, on parle sécurité. Mais vous voyez, j'allais dire que le conflit, la gamme du conflit de critères, elle est accessible simplement si on fait varier les destinataires de l'analyse. Si vous c'est quand même bon, c'est tout simple, hein, c'est un peu l'œuf de Colomb, quoi. Mais la variation des destinataires est une technique et un moyen extrêmement important de se donner un accès au réel. Parce que les conflits de critères, c'est bien des conflits de critères au moins à 3 pôles, et je ne suis pas sûr qu'on ait fait le tour. Au moins à 3 pôles, hein, entre régularité, respect de l'horaire, sécurité et confort. Et le métier de conducteur de train a sans doute un peu quelque chose à voir, je suis prudent, avec la capacité à jongler dans cet esprit de critères en fonction des situations. Dans ces conflits de critères-là. Voilà. Alors, bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un rapport très important entre l'approfondissement de l'expérience, c'est-à-dire l'appropriation du réel en termes de conflit de critères dans l'action, et donc l'histoire de l'expérience, et j'allais dire la géographie des destinataires, quoi, hein, entre le vertical et l'horizontal. Évidemment, ces destinataires, ça introduit la question du collectif dans l'appréhension du réel, parce que les conducteurs ne sont pas simplement en contact dans le dialogue avec un collègue de travail. On pourrait montrer, si on avait le temps, regarder les corpus, à quel point ils sont en contact avec quelque chose d'autre. Alors ça, c'est aussi une découverte qu'on a fait avec patience, quoi, mais qui s'est imposée à nous, mais qui a été heureuse, celle-là. C'est qu'il y a dans les dialogues un moment où le conducteur étant embêté, pour rendre compte de son activité au chercheur, qui l'ennuie, il y a un moment dans les dialogues où le conducteur, mais parfois les deux en même temps, c'est d'ailleurs pas forcément favorable, disent on fait comme ça, enfin plutôt je fais comme ça parce qu'on fait comme ça. C'est-à-dire l'introduction dans le dialogue de ce que nous on appelait ensuite un surdestinataire, c'est-à-dire le collectif. Mais les sujets en situation, ils s'adressent pas simplement aux collègues de travail au singulier, mais ils s'adressent aussi au collectif. Et donc il y a un jeu aussi extrêmement intéressant, voire des conflits de critères entre les adresses aux destinataires et aux surdestinataires. Là aussi, il y a de l'interférence. Et d'ailleurs, la gestion clinique, enfin, le doigté nécessaire pour arriver à gérer ces conflits de critères favorablement pour que ça débouche sur un approfondissement de l'expérience du réel, c'est pas facile, quoi. C'est aussi un vrai métier sur lequel il faut nous-mêmes travailler, quoi. Voilà. Alors, donc, pour moi, je dirais que
dans ces situations-là, il y a du développement, puisqu'il faut, la question était posée comme ça, j'ai essayé d'y répondre. Enfin, en tout cas, il y a des conditions de développement lorsque, d'une certaine manière, se développent des nouveaux destinataires de l'action. Lorsque se développe un surdestinataire de l'action et lorsque, d'une certaine manière, se transforment les objets d'élaboration. Parce que, vous avez vu, il y a freinage et freinage, quoi. Autrement dit, le développement de nouveaux objets de pensée. Et là, la fonction du chercheur est aussi très importante. Hein. On n'est pas en train simplement de faire des inventaires de véhicules. D'une certaine manière, l'activité du chercheur est très importante pour contraindre les professionnels, je dis bien contraindre les professionnels, à se mesurer à une gamme du geste, en l'occurrence, là, qui est une gamme du geste qui n'est pas spontanément présente dans les présentations qu'ils en font, dans leur vécu. Alors, je voudrais en tirer trois conclusions. Enfin, peut-être pas trois, mais enfin au moins deux, que j'emprunterai d'ailleurs à des auteurs qui ne sont pas... Enfin, je vais parler par procuration, quoi. Bon, d'abord, sur cette question du passé, dans l'expérience, parce que c'était quand même ça la question. Bon, on est quand même, si vous suivez un peu le raisonnement que j'ai fait jusqu'ici, on est dans une situation où le passé vécu prend tournure dans l'actuel. Alors cette expression de prendre tournure est très importante parce que ça signifie bien qu'il y a bien une unité de l'expérience. On ne peut pas dire, sous prétexte que chacun des contextes développe des manières de parler de l'expérience, mais aussi même développe l'expérience tout court. Hein. On ne peut pas dire sous prétexte qu'il y a donc dans chaque activité une nouvelle expérience qui se donne à voir. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'unité de l'expérience. Je pense qu'il y a bien de la continuité de l'expérience professionnelle et du coup il y a bien des invariants. Moi j'ai appris avec les collègues qui ont su tenir sur cette position, j'ai appris à regarder l'expérience aussi comme une continuité invariante. Je pense qu'il faut tranquillement assumer cette position-là, parce qu'autrement, on ne peut même pas comprendre comment un collectif professionnel se dote pour arriver à travailler d'une expérience générique. Hein, le genre professionnel, c'est de l'invariant qui prend tournure dans l'action, même si c'est de l'invariant collectif. Mais ça prend tournure dans l'action. Et vous voyez, à la limite, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce processus où ça prend tournure. Parce que ça signifie très précisément que c'est toujours pareil, bien sûr, mais que c'est chaque fois différent. Parce que ça prend tournure, j'allais dire, ça s'achève en situation. Alors, j'en suis arrivé à cette formule que je mets en discussion, hein. Si on veut être, ce qui est mon cas, vygotskien et bakhtinien en plus, vous allez voir après, je vais terminer par Bakhtin. On ne peut pas dire que ce soit l'invariant qui explique l'activité. Parce que, comme je viens de le montrer, la source de l'activité, elle est précisément dans les transformations d'objets, de destinataires, et donc il y a une fonction de l'activité qui n'est pas simplement l'application de l'invariant. Je sais que personne ne dit ça, hein, mais je tranche le propos. Donc ce n'est pas pour moi l'invariant qui explique l'activité, c'est l'activité qui s'explique avec l'invariant. Alors vous noterez que la formule a un avantage, c'est que d'abord elle retient l'idée que l'invariant a bien des vertus explicatives dans l'activité. Hein, si je dis c'est l'activité qui s'explique avec l'invariant, je veux dire que si on est incapable, si on est infoutu de se mesurer à l'invariant, il y a peu de chances qu'on explique quoi que ce soit. D'ailleurs, là derrière, il pourrait y avoir des discussions sur ce qu'est la science, hein, la généralisation.
Mais la formule dit aussi des choses un peu différentes. C'est l'activité qui s'explique avec les invariants au sens, j'allais dire, ordinaire du terme. Hein. Ça s'explique avec, quoi. Comme on s'explique avec quelqu'un sur un problème sur lequel on n'est pas vraiment d'accord. Hein, l'activité s'explique avec les invariants. Autrement dit, l'activité demande des comptes aux invariants. Et ma deuxième remarque, c'est une conclusion que j'emprunterai à Bakhtin, hein, puisque, au fond, je pense que c'est l'un de ceux qui a le mieux compris ce qu'on pourrait appeler le paradoxe du vécu, c'est-à-dire du passé. Il écrit cela dans l'esthétique de la création verbale: dans la mesure où je suis vivant, en lui, le passé n'existe pas encore tout entier. Dans la mesure où je suis vivant, en lui, le passé n'existe pas encore en entier. Et donc, à mon avis, on peut retrouver le passé qu'en le refaisant dans le présent. Le passé ne nous attend pas quelque part en stock dans le magasin de l'expérience pour qu'on puisse en disposer avec une tranquillité. Le passé ne nous attend pas. Le passé, paradoxalement, est devant nous. Il y a une très belle aussi, je termine par des citations, c'est un peu un florilège, quoi, hein, mais c'est une manière de m'abriter sous les grands auteurs pour pouvoir discuter. Il y a une très jolie formule, alors là c'est pas un chercheur, c'est un écrivain, un très grand écrivain, hein, Gombrowicz, qui a écrit cette chose-là. Peut-être serais-je parvenu à atteindre mon passé si seulement le présent s'était arrêté de devenir. Alors évidemment, pour l'activité scientifique, c'est un drôle de problème, hein. Bien sûr. Donc on n'a pas le choix, quoi. Ou bien on multiplie les devenirs pour développer le passé, et donc on accède au passé que grâce à sa transformation, ou bien on renonce, quoi. Et c'est pourquoi on en est venu un peu, je dirais, dans les autoconfrontations croisées, enfin dans les dispositifs comme ça, techniques, hein, de clinique de l'activité, et finalement à faire quoi? À se mesurer à un paradoxe qui est vraiment un conflit, hein, qui est vraiment un obstacle, quoi. C'est lequel? Je vais le résumer comme ça. L'activité doit être comprise en regardant en arrière, on n'a pas le choix, hein. Elle ne peut être comprise qu'en regardant en arrière, quoi. C'est d'ailleurs sous cette contrainte-là qu'on place les professionnels, puisqu'on leur donne à voir et à commenter des activités passées. Enfin, des traces d'activités passées. Donc l'activité peut être comprise qu'en regardant en arrière, mais elle ne peut être vécue qu'en regardant en avant. Si bien que quand vous êtes dans un dialogue avec un conducteur de train ou dans n'importe quelle autre situation, les gens ils sont dans une situation inconfortable, hein. C'est vraiment un inconfort qu'on provoque. C'est-à-dire, on leur demande d'analyser quelque chose qui est passé, mais en réalité, pour l'analyser, en fait, ils se projettent dans ce qu'ils vont faire, quoi. Ils ont surtout le souci de savoir comment il faut faire les choses, donc comment il faudrait les faire. Ils ont d'ailleurs le souci de savoir si leur collègue les fait de la même manière, les fera de la même manière. Voilà. Donc cet inconfort-là, moi personnellement je l'assume et je pense qu'il doit être cultivé au sens fort du terme, hein. Il faut cultiver cet inconfort. Et je pense que c'est le métier de l'analyste du travail que de le faire, en sachant que c'est aussi un déplaisir pour les professionnels, cet inconfort, cette intranquillité, j'allais dire, mais que c'est aussi la source du développement. Je pense que la source du développement, c'est l'intranquillité. C'est pour ça que j'ai commencé par là, par vous parler de mon intranquillité à moi lorsqu'on s'est trouvé en difficulté
face à nos propres outils et nos méthodes d'analyse du travail. Sauf qu'il y a un rapport très fort entre cette intranquillité travaillée. Ce n'est pas l'intranquillité comme but, hein. C'est l'intranquillité comme moyen. Ce n'est pas l'intranquillité pour le plaisir de l'intranquillité, c'est l'intranquillité pour que, d'une certaine manière, on se mette à penser. Mais l'intranquillité, quand elle est travaillée, c'est-à-dire, comme le dit Vygotsky d'ailleurs, hein, lorsque l'action est passée au crible de la pensée, cette intranquillité, elle est source d'un développement du rayonnement de l'action. Voilà. Et ce rayonnement de l'action, pour moi, c'est des choses assez précises, hein, c'est-à-dire, c'est le développement entendu de manière non linéaire, parce que le développement, il ne se fait jamais en ligne droite, quoi. Ça, c'est l'histoire qu'on se raconte, ou alors il faut penser qu'il est préformé. C'est soit le développement des destinataires, soit le développement des objets, soit le développement des instruments. Et en général, ça ne se fait pas en même temps partout. Voilà, donc j'ai terminé. Hein. Peut-être le dernier mot, enfin en tout cas pour le moment, c'est que le développement, alors c'est une formule qui a été utilisée par Guy, mais bon, je pense pouvoir dire que pour le moment, en tout cas pour moi, le développement, c'est vraiment la migration fonctionnelle, c'est comme ça qu'on l'appelle, enfin qu'on désigne après Vygotsky, hein, où on change le statut du passé. Le problème, c'est pas de retrouver le passé, j'allais dire, c'est d'affecter le statut du passé en faisant de ce passé le moyen de vivre autre chose. Ou autrement dit, le développement, c'est lorsque l'expérience vécue devient le moyen d'en vivre une autre. Mais il faut bien voir que vivre une autre, ça peut se caractériser, tellement c'est trop large. Et là, on tombe sur la question des objets, des destinataires et des instruments de l'activité. Voilà, merci.